Donc, je ne reviens pas sur l'ouvrage lui-même dont vous avez déjà vu la couverture. Donc, je vais vous présenter dans une première diapo, je dirais ce que j'appelle les 4 facteurs, les 4 ingrédients qui m'ont conduit à rédiger cet ouvrage à un stade avancé de ma carrière, puisque je prends ma retraite dans quelques mois. Alors, ces 4 ingrédients, vous les avez sous les yeux. À l'origine, eh bien, c'est une thèse d'économie qui remonte aux années 80, où je m'intéressais aux théories de la justice sociale vues par les économistes. Donc, on parle d'ancienne économie du bien-être, de nouvelle économie du bien-être, Pareto, cardinalisme, etc., etc. Et puis, parallèlement, dans ces années 80, j'avais lu l'ouvrage qui venait d'être traduit en français de Friedrich Hayek, Droit, législation et liberté, d'un côté, et de l'autre, j'avais découvert un peu par hasard un ouvrage qui n'était pas encore traduit en français à l'époque, qui était donc la théorie de la justice du philosophe américain John Rawls. Et donc, toutes ces lectures en économie et donc à la marge ou carrément en philosophie de l'autre m'ont conduit à une première découverte sur laquelle je me suis appuyé depuis, c'est que il fallait absolument pas mélanger l'utilitarisme et le libéralisme. Alors pourquoi cela? Parce que l'utilitarisme, c'est un peu la philosophie sous-jacente des économistes. Les étudiants d'économie en première année entendent parler de fonction d'utilité sous contrainte, et puis un peu plus tard, on leur demande de généraliser à l'ensemble de la société cette idée d'utilité individuelle en passant à l'utilité collective, et il s'agit de la rendre, cette utilité collective, la plus grande possible. Eh bien, là, l'air de rien, ce raisonnement souvent très rigoureux, mathématisé, qu'ont les économistes au XXe siècle, au début du XXIe aussi, a beaucoup de rapport avec une philosophie qui remonte au moins à la fin du XVIIIe siècle. Je citerai simplement le philosophe britannique Jeremy Bentham, qui parlait en son temps de la meilleure société, la société juste, pourrait-il dire, ce serait la société qui assure le plus grand bonheur du plus grand nombre. Eh bien, cette idée qui est une idée banale en économie, eh bien, est quand même très critiquée par les 2 auteurs dont je viens de parler, Hayek et Rawls. Le premier parle d'une erreur carrément de l'utilitarisme dans son texte de droit, législation et liberté, et Rawls, lui, carrément dit que sa réflexion le pousse à imaginer une solution de rechange à l'utilitarisme. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident au premier abord, parce que quand on n'a pas mis, je dirais, son attention sur ces questions, on a tendance à mélanger les 2 idées. Au départ, pour l'utilitarisme, l'individu est le mieux placé pour savoir ce qui est bien pour lui, ce qui lui rapporte le plus de satisfaction. Et pour le libéral, c'est un peu la même chose. C'est l'individu qui est le mieux placé pour savoir ce qu'il a envie de faire. Mais par la suite, eh bien, il y a une divergence de fond entre les 2 disciplines. L'une est beaucoup plus autoritaire que l'autre, parce que pour assurer le plus grand bonheur du plus grand nombre, eh bien, les utilitaristes, le plus souvent, mettront les moyens coercitifs qu'il faut, quelquefois, pour y arriver. Je ne vais pas détailler ici, mais c'est le premier point qu'il fallait que je souligne d'emblée. Alors, à la suite de cette première réflexion, issue des travaux de thèse, donc, eh bien, je dois dire que j'ai conservé pendant tout au long de ma carrière, à côté d'autres travaux plus précis, mais j'ai quand même gardé toute ma carrière un intérêt pour ces questions, et j'ai parcouru au cours des années les travaux d'une série de ce que j'appelle des grands libéraux. Alors libéraux avec des guillemets, parce que tous ne se définiraient pas comme libéraux, et vous en avez une petite liste sous les yeux, par ordre alphabétique.
Donc les deux que je viens de citer, plus d'autres, hein, un seul Français, Serge Christophe Kolm, un philosophe belge, Philippe von Parijs, et puis deux autres, Amartya Sen, dont je vais reparler dans un instant. Mais je voulais signaler ici simplement que dans ce deuxième point, en lisant ces auteurs, je me suis aperçu qu'il y avait une deuxième différence à faire entre ce qu'on appelle le libéralisme d'un côté et de l'autre le libertarisme. Alors, quelle est la différence? Eh bien, ce sont deux approches cousines, je dirais, voisines, mais le libertarisme, à mon avis, n'a pas comme valeur première la liberté, mais la propriété. Et il y a des discussions passionnantes entre libertariens sur la nature que doit prendre cette propriété, privée ou collective, sur le droit du premier occupant, qui devient propriétaire s'il ne laisse personne. Ça, c'est plutôt la thèse de l'américain Robert Nozick. Tandis que pour le philosophe belge von Parijs, eh bien, la terre n'appartient à personne et au contraire doit profiter à tous les habitants d'une manière qui l'amène à justifier ce dont on va reparler un peu plus tard ici, c'est-à-dire la notion de revenu de base. Donc des débats très ouverts, très riches, qui portent aussi sur la propriété du corps, etc., etc. Enfin, je n'en dis pas plus, mais donc il y a une différence à faire entre l'approche libérale, la valeur première est la liberté, et le libertarisme, où la valeur première est d'abord la propriété, comme moyen de défendre ou d'améliorer la liberté, évidemment. Alors, j'en viens à un troisième point qui, parmi les quatre que je présente ici, est certainement celui qui m'a le plus poussé à écrire l'ouvrage dont on vient de parler. C'est une insatisfaction, hein, c'est un mot, c'est un euphémisme, on va dire un mécontentement carrément, de voir qu'en France, qui est une des terres d'origine du libéralisme, hein, avec la Grande-Bretagne, comme on le sait, avec Montesquieu, par exemple, eh bien, en France, le libéralisme est une notion qui est très mal comprise et même très mal tolérée aujourd'hui. Et il y a en particulier un espèce de grand écart que fait non seulement le monde politique, mais aussi les médias, mais aussi les citoyens. D'un côté, on admet assez bien l'idée du libéralisme politique, c'est-à-dire l'idée de la protection de l'individu, du citoyen contre l'arbitraire du pouvoir politique. Et ce n'est pas étonnant puisque la Révolution française de 1789 est dans ce sens politiquement libéral, hein, c'est une révolte contre l'arbitraire de l'ancien pouvoir royal. Mais de l'autre, on oppose complètement au libéralisme politique le libéralisme économique. Et le libéralisme économique est quelque chose qui est absolument contestable, je dirais, à tous les niveaux de l'échiquier politique. Très rares sont les hommes politiques français qui se déclarent économiquement libéraux. Pourquoi? Parce que le libéralisme, c'est la philosophie ou la doctrine qui expose les individus aux foucades du marché, les foucades, le caractère imprévisible, irrationnel des marchés qui font que, évidemment, c'est absolument néfaste et il faut absolument lutter contre le marché, l'économie de marché et tout ce que ça implique comme une difficulté de maîtrise. Et donc, ce libéralisme économique est souvent défini comme un néolibéralisme. Et là, c'est un mot que je prends avec beaucoup de précaution parce que, à mon avis, il est source de grande confusion. Je ne conteste pas qu'il a un sens, notamment pour les historiens de la pensée économique, hein, ça renvoie notamment aux années 1930 à un colloque qu'on appelle souvent le colloque Lippmann en 1938. Et là, l'expression a un sens. Hein. Dans les années 30 en Europe,
il s'agissait de régénérer le libéralisme face à la montée d'un côté du communisme et du stalinisme, et de l'autre face à la montée très inquiétante du national-socialisme allemand notamment. Donc là, c'est un premier sens que je ne conteste pas, mais dans les années récentes, il y a eu un sens intellectuel qui a été différent, notamment sous l'emprise d'auteurs comme en France le sociologue Pierre Bourdieu, qui a souvent désigné sous l'expression néolibéralisme, je dirais, l'influence de la théorie économique. Et donc, derrière Bourdieu s'est inscrit tout un temps d'intellectuels qui contestent l'économie comme faisant partie des humanités, des sciences sociales. Et ça, évidemment, c'est beaucoup plus inquiétant. Et puis, il y a un troisième niveau qui est beaucoup plus connu, hein, c'est le néolibéralisme au sens du débat politique, de la politique économique. C'est par exemple le cas lorsqu'on désigne les années 80 en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, la Grande-Bretagne de Madame Thatcher et les États-Unis de Ronald Reagan. C'est un troisième sens, évidemment, qui n'a plus grand-chose à voir avec le point de départ. Et donc, dans ce débat confus, pour le moins, sur le libéralisme en France, notamment avec ce mot valise, hein, ce mot fourre-tout qui est, à mon avis, le mot néolibéralisme, eh bien, j'étais vraiment très mal à l'aise et j'avais envie de lutter contre cela en essayant de montrer le contraste qu'il y avait avec des positions que j'appelle la position des libéralismes intégrés, où, loin de faire l'opposition entre politique et économique, on intègre les deux dimensions du libéralisme dans une vision tout à fait cohérente. Et à mon avis, c'est ça qui fait la force des deux approches, l'une de Friedrich Hayek, l'autre de John Rawls, qui ont en plus un point commun, hein, qui rapproche les deux volets, politique et économique, c'est que l'un et l'autre cherchent, évidemment avec des moyens différents, la dispersion du pouvoir, la dispersion maximale du pouvoir, qu'il soit politique, hein, la séparation des pouvoirs par exemple, ou économique, eh bien, la confiance d'un marché régulé par la concurrence qui fait que eh bien, n'importe quel acteur sur le marché ne dépend pas que d'un seul interlocuteur en face. On évite évidemment les monopoles. Bien, voilà, je n'en dis pas plus parce qu'on pourrait faire beaucoup plus long. Mais quatrième et dernier élément ou facteur qui a poussé à écrire ce livre, c'est qu'à mon avis, si Hayek et Rawls ont eu autant de succès au plan des idées au niveau international, c'est parce qu'ils ont l'un et l'autre confronté leur conception du libéralisme à la question redoutable, celle que j'essayais d'étudier en tant qu'économiste au tout début, dans les années 80, c'est-à-dire celle de la justice sociale, ou pour respecter la pensée de Hayek, je parlais de justice en société, parce qu'il n'aime pas le mot justice, l'expression justice sociale. Et donc, j'ai repris cette idée en disant que, eh bien, pour que le libéralisme soit convaincant, c'est-à-dire qu'il soit non seulement supportable par nos contemporains, mais qu'il ait une chance de susciter leur adhésion, il fallait que le libéralisme soit socialement soutenable, c'est-à-dire répondre à ce défi de la justice sociale. Alors, comment cela Eh bien, troisième étape de mon propos ce matin, ou plutôt ce soir pour vous, je pouvais hésiter, honnêtement, entre les deux pistes que j'ai déjà évoquées, celle de Hayek et celle de Rawls. Alors, celle de Hayek, c'est celle très rigoureuse au plan intellectuel de ce que je résumerai en disant qu'il s'agit de décrire un ordre social spontané, mais que je considère un peu comme trop rigoureuse au sens difficile à faire admettre par les individus, parce que il y a, je dirais, une conception de la justice sociale tout à fait cohérente chez Hayek, à travers les règles de juste conduite, mais qui sont peut-être très difficiles à faire admettre, ou du moins auxquelles on ne peut pas se limiter. Alors, en un mot, pour être plus précis, quelle est la conception de Hayek ? Eh bien,
il y a une dialectique chez Hayek entre d'un côté un premier objet social qui s'appelle l'ordre social de toute la société, que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes tous les acteurs d'un système social, mais il n'y a pas de véritable pilote, parce que la société est quelque chose d'une complexité inouïe qui échappe à l'esprit humain, si j'ose dire. Et de l'autre, il y a des organisations. Alors, les organisations, ça peut être les entreprises, ça peut être des associations, et ça peut être aussi les États eux-mêmes. Et ces États, donc, ce sont des organisations qui sont moins complexes à organiser et qui ont un objectif propre, tandis que l'ordre social spontané n'en a pas. Et donc, face à cette situation, comment se repérer chez Hayek dans un ordre social que personne ne maîtrise? Eh bien, il faut faire confiance à ces règles de juste conduite, qui sont le cœur de sa conception de sa justice en société, des règles minimales qui permettent à chacun de poursuivre ses objectifs propres. Et dans ce cadre-là, eh bien, le marché joue son rôle, puisque les règles de juste conduite s'appliquent aussi à l'ordre du marché, et qui permet de mobiliser sans que les gens en aient conscience, on est dans un ordre social spontané, les connaissances que chacun détient, mais grâce à la connexion du marché, on peut les mettre au service de la société de manière efficace. Bien, alors ça c'est la première piste, que je n'exclus pas totalement, elle reste en toile de fond. Cette idée d'ordre social spontané me paraît importante. En effet, il faut tenir compte de ce degré très limité qu'on a de maîtrise de l'ordre social. En revanche, il faut trouver une piste plus acceptable, plus supportable pour nos contemporains, et c'est la raison pour laquelle je pense que la piste de la démocratie propriétaire, pour reprendre l'expression de John Rawls, est une piste qui est beaucoup plus acceptable, compréhensible pour nos contemporains. Alors, je ne vais pas faire un résumé de la théorie de la justice, ça serait impossible. Je vais directement au résultat, c'est-à-dire que la démarche philosophique du voile d'ignorance chez Rawls aboutit à un triptyque philosophique que vous avez sous les yeux. Au plan politique, protection et développement d'une sphère d'égale liberté entre tous les individus. Ce n'est pas simplement la liberté, c'est l'égale liberté. Il faut que chacun ait accès au même contenu en termes de liberté, liberté d'expression, liberté d'aller et venir, etc. Donc ça, c'est l'aspect politique de la réflexion de Rawls. Et puis dans la dimension économique, il y a un second principe de la justice chez Rawls qui se décompose en deux éléments que vous avez sous les yeux. La juste égalité des chances, qui vise à lutter contre ce qu'il appelle l'arbitraire du milieu social de naissance. Nous n'avons pas choisi la famille dans laquelle nous sommes nés. Et de l'autre côté, il y a le principe de différence. Et le principe de différence, lui, vise à lutter contre un autre arbitraire, c'est celui de ce qu'il appelle la loterie génétique. Nous avons hérité de nos parents de bons gènes ou de mauvais gènes et qui font que nous avons de la résistance à la fatigue, nous sommes intelligents, nous sommes dotés de sensibilité artistique, enfin peu importe. Donc on a un capital à ce niveau-là qui n'est pas le même d'un individu à l'autre, mais il s'agit de faire en sorte que les individus qui les détiennent, ces capitaux génétiques, en profitent, mais que les retombées de ces avantages profitent également aux autres. Et c'est l'idée du principe de différence, c'est-à-dire de faire profiter ceux qui n'ont pas eu la même chance à ce niveau-là de ces avantages. Comme par exemple, j'ai une résistance à la fatigue, je suis intelligent, je trouverai un travail sans problème, j'ai le goût du risque, je vais m'enrichir, mais je dois quand même partager une partie de ce que j'ai gagné avec ceux qui n'ont pas eu les mêmes dotations. Et donc là, c'est chez Rawls la justification d'une redistribution des plus talentueux vers les moins talentueux,
Et cette redistribution, ce n'est pas par le marché que ça se fait, hein, ce n'est pas un ruissellement spontané des revenus des plus riches vers les plus pauvres, c'est ce que j'appellerais une canalisation forcée, c'est-à-dire que par l'impôt, on prend chez les plus riches, les plus talentueux, pour redistribuer vers les plus pauvres. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent cet égalitarisme libéral que j'ai essayé de reprendre à mon compte, mais en l'approfondissant. D'où un troisième niveau, pour comprendre où je veux en venir, c'est de passer de la philosophie de la démocratie propriétaire à l'économie de la démocratie propriétaire, c'est-à-dire de préciser ce triptyque, égale liberté, juste égalité des chances, principe de différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Éventuellement, il s'agit éventuellement de compléter ce triptyque, non seulement en le remaniant, mais en y ajoutant des contributions d'auteurs qui acceptent l'idée de Rawls en général, mais qui ne sont pas propres à Rawls. Et alors donc, ce que j'appelle, j'ai mis en rouge ici en bas, le libéralisme soutenable, c'est donc une tentative de combiner des pièces de puzzle différentes, d'auteurs différents, en ajoutant éventuellement des pièces inédites, étant éprouvé le besoin. Et donc, à l'arrivée, le pari sera réussi si le lecteur finit par oublier dans l'esquisse d'ensemble les pièces que j'ai juxtaposées les unes aux autres qui semblent assez cohérentes. Alors, ça, c'est le projet, donc, passer de la philosophie à l'économie. Et donc, comment y parvenir? Voilà, je dirais, la diapo essentielle, qui résume un peu la structure de l'ouvrage. Et vous avez donc le puzzle, ce que j'appelle le puzzle d'un libéralisme socialement soutenable, avec à gauche 3 cases qui sont d'ordre philosophique et à droite 3 cases qui relèvent de l'économie, sachant qu'il s'agit à chaque fois de décliner le passage de la philosophie à l'économie. Alors, je vais commencer par la philosophie, les 3 cases de la philosophie, pour comprendre, je dirais, ce que j'ai voulu faire. Et si j'ai le temps, j'évoquerai quelques éléments du côté de l'économie, mais c'est l'économie propre au cadre français. Donc, je ne voudrais pas rentrer dans trop de détails, parce qu'évidemment, ce sont des détails que nos auditeurs japonais connaissent moins bien. Alors, première case en haut à gauche, du côté de la philosophie, il s'agit d'étendre le principe d'égale liberté de Rawls, de l'étendre du domaine politique où il est réservé dans la réflexion de Rawls au domaine économique. Et donc, ce qui m'a donné l'idée de cette extension, c'est un débat tout à fait passionnant entre 2 auteurs que j'ai déjà cités, Friedrich Hayek d'un côté et Amartya Sen de l'autre, 2 prix Nobel d'économie d'ailleurs, débat qu'ils n'ont pas eu en direct, mais qu'ils ont eu à distance quand on lit leurs travaux, sur ce qu'il fallait faire de ce qu'on appelait au XXe siècle les droits économiques et sociaux. Alors, les droits économiques et sociaux, c'est ce qu'on appelle aussi les droits de seconde génération. Ce sont des droits qui vont bien plus loin que les droits civils et politiques hérités des révolutions françaises et américaines, par exemple, du XVIIIe siècle. Donc, ce débat-là, je le résumerai de la manière suivante. Pour Hayek, aller au-delà de ces droits civils et politiques vers la garantie de l'emploi, par exemple, ou la garantie d'un logement à tous les individus d'une collectivité, c'est une illusion tant qu'on n'a pas défini qui allait payer la réalisation, le respect effectif de ces droits, qui construit les logements, par exemple, quand on n'a pas aussi défini, je dirais, les rapports entre ceux qui demandent et ceux qui doivent financer. Donc, pour Hayek, on peut toujours poser ce genre de droit, mais c'est une illusion tant qu'on n'a pas précisé qui allait payer. Et à l'arrivée, ce qu'on voit chez Hayek dans cette idée, c'est qu'il redoute que si on
on systématise cette vision, eh bien, on change de système, puisqu'il faudra mettre en place dans la société des choses qui ne relèveraient plus d'une société libérale. Ça va de soi. De l'autre côté, Amartya Sen, qui est pour moi aussi un auteur libéral, voit plutôt dans les droits économiques et sociaux une source intéressante, stimulante d'évolution de la société, puisque ces droits économiques et sociaux définissent des objectifs à atteindre, et c'est un moyen de stimuler, je dirais, l'intégration sociale que permet la société libérale. Et alors, entre les deux, je dirais Claude, que... prends une respiration, s'il te plaît, et elle oui, sera également utile aux interprètes. Oui, pardon, je m'excuse. Alors, entre la conception de Hayek, relevant plutôt d'une illusion, et celle de Sen qui y voit une source stimulante, John Rawls, lui, a une position intermédiaire, puisqu'il cite notamment dans la Constitution des États-Unis le fait que les droits économiques et sociaux font partie de l'introduction du préambule de la Constitution, mais ça n'a pas de valeur constitutionnelle. C'est simplement un élément fédérateur de toute la société. Ce sont des objectifs à atteindre, mais la Cour suprême américaine ne peut pas s'appuyer sur ce préambule pour imposer des décisions, soit à l'État fédéral, soit aux acteurs économiques et sociaux du pays. Donc, voilà pour un premier point, extension du principe d'égale liberté. Deuxième principe, deuxième niveau dans la colonne de gauche, refondre la juste égalité des chances. Alors, pourquoi refondre la juste égalité des chances? Eh bien, il s'agit tout simplement de lutter, chez Rawls, il s'agit de lutter contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, contre l'arbitraire du milieu social de naissance, et il s'agit d'aller alors vers ce que j'appelle la lutte contre les injustices réparables. Alors, pourquoi faire cela? Ben, tout simplement parce que c'est là où on atteint les limites de la philosophie avec Rawls. Quand on veut concrètement repérer les inégalités d'origine sociale, eh bien, dans la réalité, c'est très difficile à faire. Par exemple, quand on voit un enfant qui arrive à l'école avec un certain retard scolaire, est-ce que c'est dû à son milieu social de naissance qui n'était pas suffisamment stimulant, ou est-ce que c'est dû à un retard d'ordre plus profond, d'ordre donc naturel, génétique par exemple, handicap, quelque chose. Par exemple l'ouïe ou la vue, par exemple, entre autres. Et donc l'idée, c'est donc, face à la difficulté de repérer les inégalités d'origine sociale uniquement, eh bien, il s'agit d'élargir à la lutte contre les injustices que j'appelle réparables, qui ne relèvent pas forcément que du social. Et donc, pour s'appuyer sur cette refonte de la juste égalité des chances, ce qui m'a mis sur la voie, c'est un débat, alors qu'ont eu cette fois-ci les deux auteurs importants contemporains, John Rawls et Amartya Sen, et c'est là où j'utilise la notion de capacité au sens de Sen. Il s'agit donc d'enrichir les capacités de chacun sans forcément les égaliser, mais faire en sorte qu'en prenant chaque cas particulier, eh bien, on donne aux individus un éventail de choix élargi. Parce que j'ai oublié de le dire, mais la capacité au sens de Sen, je la définirais comme l'éventail des modes de vie auxquels il a accès. Et évidemment, il s'agit, derrière cette conception, de voir que Sen a une conception de la liberté très importante. Il faut que l'individu ne subisse pas son sort et qu'il ait, à tous les stades de la vie, le choix entre plusieurs façons de vivre, modes de vie. Bien, alors, une fois qu'on a refondu la juste égalité des chances en allant au-delà de l'arbitraire du social, du milieu social, eh bien, on est contraint de redéployer le troisième niveau,
hein, c'est-à-dire le principe de différence, hein, qui au départ, chez Rawls, est limité à l'arbitraire de ce qu'il appelle la loterie génétique. Et il s'agit alors, eh bien, en complément de ce qu'on vient de faire au second niveau, il s'agit cette fois-ci de déborder uniquement, de déborder le cadre naturel et d'étendre la lutte aux inégalités qui restent irréductibles, c'est-à-dire celles dont on ne peut pas traiter sur le fond, hein, à l'origine, mais dont on ne peut traiter que les effets, les conséquences. Hein. Donc, on ne peut pas évidemment remettre en cause la loterie génétique. Hein. Il ne s'agit pas d'aller vers une société de l'eugénisme, ça va de soi, mais il s'agit au contraire de faire en sorte que la diversité soit une richesse pour tout le monde. Et donc c'est là que il faut élargir à ce que j'appelle donc la lutte contre les inégalités irréductibles, et notamment tout simplement tous les accidents de la vie qui font qu'on peut être à un moment de sa vie handicapé physiquement, mentalement ou pour d'autres raisons, et qui font que il faut évidemment que la société apporte un certain soutien à ceux qui sont victimes de ces effets de la malchance, comme je le dis ici. Alors, dans cette évolution, j'ai utilisé aussi quelque chose qui m'a beaucoup passionné, qui est un débat, là aussi, qui a eu lieu entre John Rawls et le philosophe belge Philippe Van Parijs de l'université de Louvain. Et, débat qui est connu désormais sous le débat dit sur les surfeurs de Malibu. Alors, qu'est-ce que viennent faire les surfeurs de Malibu? Eh bien, c'est la critique que Van Parijs faisait à Rawls en disant que dans son système, il fallait absolument travailler pour pouvoir avoir droit aux bénéfices de la redistribution que la société peut organiser. Pour Philippe Van Parijs, eh bien, il s'agit au contraire, qui a une conception de la liberté extrêmement radicale, il s'agit de faire en sorte que tous les projets de vie des individus soient traités de la même manière. Et si un individu préfère passer son temps à assouvir sa passion pour le surf, en passant toute la journée à surfer et en se contentant de très peu, c'est-à-dire éventuellement d'un petit emploi temporaire pour survivre, eh bien, libre à lui, mais ça ne va pas lui interdire l'accès à la redistribution. La société doit traiter également ceux qui veulent travailler comme ceux qui veulent peu travailler ou pas du tout travailler. D'où l'apparition de cette idée qui commence à faire son chemin même en France, de revenu de base, en anglais basic income, qui consiste à dire que la redistribution ne passe pas par un canal lié à l'insertion par le travail, mais peut se faire indépendamment de ça. Alors, du côté donc de l'économie, eh bien, vous voyez à travers les flèches rouges, les conséquences que j'ai essayé de traiter. Dans le cas français, eh bien, ça signifiait notamment que si on prend l'idée, en étant l'égale liberté au marché du travail, il s'agit de faire en sorte que les politiques économiques soient des politiques d'égale liberté de travailler. Alors, pour faire bref, il s'agit de faire en sorte que le marché du travail soit accessible à ceux qui en sont durablement exclus, qu'on appelle en anglais les outsiders. Et donc, il s'agit, par exemple, de disperser le risque du chômage entre tous les participants au marché, et qu'il n'y ait pas de certains qui soient abrités du risque du marché, les insiders, et que les autres concentrent le risque. Alors, dans le cas de la France, je ne vais pas faire long, il s'agit de refonder, je dirais, le Code du travail qui fait plusieurs centaines de pages, qui est le cadre légal en France du marché du travail, mais qui a la fâcheuse habitude de considérer le marché du travail comme une organisation, au sens de Hayek, c'est-à-dire qu'on a tout prévu, et donc les marges de liberté ou de fluctuation, d'ajustement par le marché, sont extrêmement réduites. Et donc, l'idée, c'est donc de faire en sorte que, en
en mettant plus de flexibilité sur le marché, eh bien, ceux qui cherchent du travail aux conditions courantes du marché pourront en trouver. Les jeunes, en France, les jeunes sont victimes d'un taux de chômage anormalement élevé, au-delà de 20%, mais aussi les non qualifiés, par exemple, sont dans le même cas. Alors, il y aurait bien d'autres choses à dire sur ce que ça signifie, notamment l'évolution vers un contrat de travail unique, parce qu'en France, on a l'habitude de faire des contrats de travail différents suivant que le contrat de travail est à durée indéterminée ou à durée déterminée. Et puis, troisième élément que je voudrais quand même évoquer, c'est que dans la société de chômage dans laquelle on vit en France depuis 40 ans, il y a une responsabilité que peu d'hommes politiques reconnaissent, qui est le fait qu'on a développé depuis la Deuxième Guerre mondiale un système social très généreux, certainement, il n'y a pas de doute, mais qui est financé uniquement par essentiellement par des cotisations sociales fondées sur le travail. Et donc, le système français de protection sociale n'est pas soutenable à long terme, notamment parce qu'il fait perdre de la compétitivité à l'économie française. Beaucoup d'entreprises, lorsqu'elles veulent s'implanter en Europe, choisissent un autre pays parce que tout simplement, le coût du travail y est anormalement élevé. Non seulement le coût du travail non qualifié, parce que ça, on a fait des efforts pour le rendre plus compétitif, mais surtout le coût du travail des qualifiés, ce qui est encore, à mon avis, plus grave. Donc, il faut financer autrement le système social français. Donc, vous voyez que ça veut dire beaucoup de choses très concrètes en économie, ce que je viens de dire. Alors, pour le deuxième niveau, la refonte de la juste égalité des chances, là, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais j'insisterai sur les deux éléments que j'essaie de développer dans l'ouvrage. D'un côté, eh bien, il s'agit de refondre en France le système de l'école publique gratuite et obligatoire qui remonte à plus d'un siècle maintenant, la fin du 19e siècle en France, et de la faire évoluer vers un système qui soit beaucoup plus décentralisé et pédagogiquement autonome, faire en sorte que, eh bien, on prenne au sérieux la notion de capacité du jeune mineur et qu'on fasse du cousu humain, qu'on adapte, je dirais, l'acte d'enseignement à chaque cas individuel au sens de la capacité d'Armatia 7. Si on prend au sérieux cette capacité, on ne peut pas traiter collectivement des différences personnelles qui méritent un travail plus ciblé. Donc ça passe par la décentralisation du système scolaire. Je n'ai pas le temps de développer ici. Pour ce qui est du jeune majeur, c'est-à-dire de celui qui arrive à la décision de savoir s'il faut qu'il poursuive des études à l'université ou pas, par exemple, eh bien, mon idée, c'est qu'en France, on est allé trop loin dans un système de démocratisation dite quantitative, tout le monde à l'université, mais avec le résultat, c'est qu'on a des diplômes de faible valeur, dans certaines disciplines au moins, et des problèmes évidemment de frustration des jeunes qui ont investi dans des études longues et qui se retrouvent avec des salaires très faibles. Et donc mon idée, c'est tout simplement là aussi de rendre la capacité aux jeunes majeurs en redonnant de la valeur aux diplômes universitaires qui en ont perdu par un système qui est ouvertement plus sélectif, concurrentiel, notamment. Voilà, j'en dis pas plus, mais voilà les politiques d'enrichissement des capacités. Et puis, dernier niveau, comment redéployer le principe de différence sur la base qu'on vient d'évoquer tout à l'heure? Eh bien, c'est reconstruire le système de protection sociale dont le financement est absolument très coûteux actuellement, sur un système qui aurait pour socle cette idée de revenu de base, qui serait donc financé par l'impôt et non pas par des cotisations sociales, d'où l'idée de revenu de base comme crédit d'impôt universel. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça signifie que si vous mettez à la base ce revenu inconditionnel, eh bien, il faut réformer toutes les autres étapes de l'État-providence, du welfare state, petit à petit. Et donc, c'est le sens des remarques que je ne vais pas développer ici, mais qui nous amèneraient à passer si vous voulez, d'un État-providence, welfare state, à un État pro-liberté, pour jouer sur le jeu de mots en français qui est introduisible, mais qui serait donc passer du welfare state au freedom state.
Voilà pour cet élément essentiel. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je n'ai pas trop regardé ce qui me... Je pense que tu Gilles, devrais conclure. voilà, j'arrive à la conclusion, hein, c'est ce que j'ai pensé. Donc, vous avez ici un dernier slide qui montre, je dirais, la structure de l'ouvrage, hein, en 3 parties correspondant aux 3 principes ainsi reformulés que je viens d'évoquer. Et chaque partie, il y a une partie philosophique et une partie économique. Alors, j'ai mis en bas la conclusion en rouge, parce que le problème, c'est de savoir si un libéralisme socialement soutenable, comme j'ai essayé de vous le décrire en quelques minutes ici, est vraiment soutenable. Et c'est là où je suis amené alors, à ne pas développer complètement ce qui fait l'objet d'une longue conclusion, mais il s'agit de voir si, certes, le libéralisme est capable de répondre aux défis de la justice sociale, oui, mais il y a bien d'autres tests de robustesse qu'il faudrait qu'il arrive à subir avec succès. Et je vous en ai mis une petite liste ici en haut. Hein. Il y a 4 défis qu'il faudrait en complément réussir à surmonter. Et ils sont dans un ordre, je dirais, croissant de difficultés, à mon avis. Premier niveau, celui qui est très proche de ce que je viens de dire. Il ne s'agit pas simplement de redistribuer des revenus, hein, il s'agit de faire en sorte que ces revenus accumulés n'aboutissent pas à une société où le capital serait excessivement concentré, parce que si le capital, à la fois financier et non financier, est concentré dans les mêmes mains, évidemment, on n'est plus dans une société de démocratie de propriétaires. Donc, il y a un moyen de lutter contre ça, c'est de développer l'éducation, mais je ne vais pas y rentrer dans les détails ici. Le deuxième défi, c'est un défi de notre ordre, qui est tout simplement qu'une société libérale doit être très vigilante sur les défis du numérique, hein, à la fois l'insertion du numérique dans l'économie. Est-ce que tout le monde aura un emploi à l'arrivée dans une société où le numérique se sera généralisé? Et puis, surtout au niveau politique, hein, faire en sorte que les individus restent à l'abri, je dirais, du Big Brother, comme on dirait, s'ils ne font pas attention à la façon dont ils gèrent leurs données. Troisième défi, là aussi, je ne rentre pas dans le détail, mais évidemment, une société libérale est-elle un atout ou pas contre l'urgente transition écologique et tous les défis qui sont liés à ça? C'est, à mon avis, oui, mais il faut que ça soit vérifié. Et enfin, dernier élément de ce dernier défi à relever, est-ce qu'une société libérale est un atout, hein, pour une société qui choisit la voie du libéralisme, dans ce que j'appelle, pour faire un clin d'œil à Hayek, le désordre spontané des relations entre États. Hein. Nous sommes sortis de la période du XXe siècle où les relations étaient figées entre Est et Ouest, hein, mais nous sommes arrivés dans une période où désormais, eh bien, il y a une espèce de multilatéralisme généralisé où donc désordre spontané. Et comment est-ce que être libéral dans cet univers-là est un atout? À mon avis, oui. Je terminerai là-dessus. Hein. Si on regarde l'origine de la pandémie que nous traversons, eh bien, il est quand même anormal qu'on ne sache pas comment elle a surgi dans une ville de Chine et qu'il soit impossible de mener les enquêtes nécessaires. Donc voilà ce que pourrait signifier, hein, la lutte contre la pandémie dans un pays libéral contre un pays qui ne l'est pas. Je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention.